un homme d'affaires puissant, encore en deuil, rencontre un garçon qui prétend connaître les secrets de son fils défunt. Intrigué, il commence une enquête qui le conduit dans un parc oublié et vers des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées. Chaque révélation détruit l'image qu'il avait de son fils et met en lumière sa propre absence émotionnelle. Sans s'en rendre compte, il entame la plus grande transformation de sa vie, guidé par les souvenirs de celui qu'il a le plus aimé. Rodrigue Dubois gara son Audi noir devant l'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise, au centre de Paris. L'homme d'affaires de 47 ans ajusta sa cravate bleu marine et respira profondément avant de sortir de la voiture. Sa secrétaire avait annulé 3 réunions importantes ce mercredi matin-là, et pourtant, il consultait incessamment son téléphone portable, comme si l'empire qu'il avait bâti pouvait s'effondrer pendant cette rapide visite. Les nuages gris planaient au-dessus des mausolées historiques, s'accordant avec l'expression sombre que Rodrigue portait sur son visage. Cela faisait exactement 6 mois que son fils, Philippe, était parti. Le mot « parti » était celui qu'il utilisait dans son esprit. Il n'arrivait jamais à prononcer le terme plus définitif. Il n'arrivait même pas à le prononcer en pensée. Philippe n'avait que 11 ans lorsque la maladie l'avait emporté. Une tumeur cérébrale diagnostiquée tardivement, qui s'était propagée à une vitesse impressionnante. En quelques mois, le garçon au sourire facile et aux yeux curieux était hospitalisé à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, connecté à des tubes et des machines. En marchant entre les tombes avec un petit bouquet de tournesol, les fleurs préférées de son fils, Rodrigue tentait de garder son calme. Le caveau de la famille Dubois se trouvait dans une zone plus isolée, sous l'ombre d'un tilleul qui, ironiquement, était en pleine floraison à cette période de l'année. « C'est ici qu'ils ont enterré Philippe », une voix enfantine coupa le silence, faisant Rodrigue se retourner brusquement. Un garçon maigrelet d'environ 12 ans, aux cheveux bouclés et à la peau mate, se tenait à quelques mètres de distance. Il portait un maillot délavé du Paris Saint-Germain, un bermuda en jean et des tongs. Son apparence contrastait complètement avec l'environnement et avec la figure imposante de l'homme d'affaires. « Comment connais-tu le nom de mon fils ?» demanda Rodrigue, se plaçant instinctivement devant le caveau, comme s'il pouvait encore protéger Philippe. « On jouait au foot ensemble, au stade de quartier de Saint-Denis, » répondit le garçon naturellement. « Je m'appelle Lucas Olivier, J'étais son ami. » Rodrigue fronça les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Philippe avait été hospitalisé pendant près de 8 mois. Avant cela, il fréquentait une école privée à Neuilly-sur-Seine et prenait des cours particuliers de tennis, d'anglais et de piano. Il ne mettrait jamais les pieds sur un terrain de quartier en périphérie de la ville. « Écoute, mon garçon, je ne sais pas ce que tu veux. »« Mais ce n'est pas drôle du tout, » dit Rodrigue, essayant de contrôler son irritation. Jean-Philippe était très malade. Il ne jouait au foot nulle part. Lucas ne se laissa pas intimider. Il s'approcha, ses yeux marrons fixés sur ceux de Rodrigue. Il portait une casquette bleue de l'Olympique de Marseille, même s'il était supporter du Paris Saint-Germain. Il disait que le bleu portait chance, affirma le garçon. Et il avait un rire drôle, comme un hoquet à la fin, et il portait une vieille montre de poche qui jouait de la musique quand on l'ouvrait. Il me l'a montré une fois, il a dit que c'était celle de son grand-père. Rodrigue sentit ses jambes flageoler. La casquette de l'Olympique de Marseille avait été un cadeau d'un oncle qui vivait à Lyon. Philippe croyait vraiment qu'elle lui portait chance et insistait pour la porter même lorsque la maladie progressait. Quant à la montre musicale suisse, c'était une relique de famille que le grand-père de Rodrigue avait rapportée d'Europe. Philippe l'adorait, et Rodrigue avait permis à son fils de la garder avec lui pendant le traitement. C'étaient des détails qui n'avaient jamais été mentionnés dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. « Comment sais-tu tout ça ?» La voix de Rodrigue sortit presque en un murmure. « Je te l'ai dit, on jouait ensemble ?» Lucas haussa les épaules. Il était bon au but. Il disait que c'était parce qu'il avait des réflexes rapides. Au début, les gars ne voulaient pas le laisser jouer parce qu'ils le trouvaient trop faible. Mais après avoir vu comment il défendait, ils l'appelaient toujours. Rodrigue se sentit étourdi, comme si le sol sous ses pieds bougeait. Il s'appuya sur une tombe voisine pour ne pas tomber. C'était impossible. Philippe n'aurait pas pu sortir de l'hôpital. Lui-même rendait visite à son fils presque tous les jours, entre les réunions et les voyages d'affaires. Ce n'est pas vrai. Rodrigue tenta de réagir, mais sa voix trahissait sa propre incertitude. « Tu veux voir ?» Lucas sortit de sa poche un vieux téléphone portable à l'écran fissuré. Après quelques touches, il montra une photo. Un groupe de garçons sur un terrain en terre battue, tous souriants,
Et parmi eux, reconnaissable avec sa casquette bleue de l'Olympique de Marseille et son visage déjà un peu plus maigre à cause du traitement, se trouvait Philippe. Le monde de Rodrigue s'effondra. Comment était-ce possible? Philippe avait été hospitalisé pendant toute cette période. Comment aurait-il pu jouer au football sur un terrain de quartier? Et pourquoi lui, Rodrigue, n'en avait-il jamais rien su? Qui d'autre était au courant? Demanda-t-il, sa voix maintenant chargée d'une colère croissante. Sa mère, les médecins. Lucas rangea son téléphone, visiblement mal à l'aise avec le changement de ton de l'homme d'affaires. « Écoutez, monsieur Rodrigue, je suis juste venu ici parce que je lui ai promis que j'apporterais ça. » Le garçon tendit la main, offrant une petite médaille argentée de Saint-Jude Thaddée. « T'en as gagné le championnat du quartier, et chaque joueur en a eu une. C'est la sienne. » Rodrigue prit la médaille d'une main tremblante. Au verso, il y avait une inscription. « Champion tournoi stade de quartier de Saint-Denis 2023. » C'était récent, très récent. J'ai besoin que tu me dises exactement comment tu as rencontré mon fils et ce qui se passait. La voix de Rodrigue était maintenant contrôlée, mais elle portait une intensité qui fit reculer Lucas d'un pas. Ma mère travaillait comme femme de ménage à l'hôpital où il était. Elle m'emmenait parfois quand elle n'avait personne pour me garder. C'est comme ça qu'on s'est connus, expliqua Lucas. Le reste, il peut vous le raconter mieux. Lucas désigna une enveloppe pliée qui avait glissé de la poche de Rodrigue lorsque celui-ci avait pris la médaille. Une enveloppe que l'homme d'affaires n'avait pas apportée avec lui. Les doigts maladroits d'émotion, Rodrigue prit l'enveloppe. Son nom était écrit sur le devant, d'une écriture inimitable de Philippe. « Comment as-tu » Il m'a demandé de la garder. Il a dit que c'était pour vous la remettre, si un jour vous veniez me chercher. Comme vous n'êtes pas venu, j'ai pensé que je devais l'apporter. Lucas haussa de nouveau les épaules, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Rodrigue ne put ouvrir l'enveloppe là. Il devait tout assimiler. Il devait comprendre. « Où puis-je te trouver, toi et ta mère ?» demanda-t-il, rangeant soigneusement l'enveloppe dans la poche intérieure de son veston. « On habite à la cité des 4000, bloc 7, appartement 302, » répondit Lucas. « Ma mère s'appelle Adrienne Olivier. » Avant que Rodrigue ne puisse poser d'autres questions, Lucas s'éloigna, faisant un discret signe de la main. Philippe était quelqu'un de bien, monsieur Rodrigue. Il parlait beaucoup de vous. Le garçon s'en alla, laissant Rodrigue seul avec les fleurs, la médaille, la lettre et un tourbillon de questions qui menaçaient de briser tout ce qu'il croyait savoir sur les derniers mois de la vie de son fils. Toujours étourdi, Rodrigue retourna à sa voiture. Il s'assit sur le siège du conducteur, mais ne démarra pas le moteur. Il sortit son téléphone portable de sa poche et appela un numéro qu'il utilisait rarement. « Charles, j'ai besoin d'un service urgent, » dit-il dès qu'on décrocha. « Je veux des informations sur une femme nommée Adrienne Olivier et son fils Lucas. Ils habitent à la Courneuve, bloc 7, appartement 302. Et je veux vérifier si mon fils Philippe sortait de l'hôpital Pitié-Salpêtrière d'une manière ou d'une autre pendant son traitement. J'ai besoin de ces informations pour hier. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Charles Dumont était le meilleur détective privé de Paris, discret et efficace. Si quelqu'un pouvait découvrir la vérité, c'était lui. Rodrigue regarda la médaille dans sa main. Champion. Philippe avait été champion d'un tournoi de football alors qu'il luttait contre un cancer en phase terminale. Comment était-ce possible? Et pourquoi lui, son propre père, n'en savait-il rien? La lettre dans la poche de son veston semblait le brûler. Mais Rodrigue n'eut pas le courage de l'ouvrir. Pas là, pas à ce moment-là. D'abord, il avait besoin de faits. Ensuite, peut-être, il serait prêt pour les mots de son fils. Il démarra la voiture et quitta le cimetière, l'esprit rempli de questions sans réponse et une sensation croissante que peut-être il ne connaissait pas son propre fils aussi bien qu'il le pensait. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue de votre vie. Rodrigue ne put retourner au bureau cet après-midi-là. Il annula tous ses rendez-vous et resta dans son pentouse dans le Marais, attendant anxieusement l'appel de Charles. À chaque minute qui passait, l'angoisse et la confusion grandissaient. Comment Philippe, un garçon de 11 ans en traitement contre une tumeur cérébrale avancée, avait-il pu participer à des matchs de football sur un terrain de quartier? Qui avait permis cela? Pourquoi personne ne lui en avait-il parlé? Le téléphone sonna à 19h14. Moins de 6 heures après le contact initial, Charles Dumont avait déjà les informations demandées. Adrienne Olivier
38 ans, a travaillé comme aide-ménagère à la Pitié-Salpêtrière pendant 8 ans. Elle a été licenciée il y a 2 mois en raison de réduction dans le secteur, informa Charles, avec son objectivité habituelle. Son fils, Lucas Olivier, 12 ans, étudie à l'école municipale professeur Paulo Frère. Ils habitent là où le garçon a dit, dans un appartement simple dans les HLM de la Courneuve. Pas de casier judiciaire, rien de suspect. Rodrigue serra fort le téléphone. Et à propos de Philippe, y a-t-il des preuves qu'il sortait de l'hôpital? Il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne. C'est le plus intéressant, Rodrigue. J'ai eu accès aux enregistrements de sécurité de l'hôpital. Et oui, votre fils sortait régulièrement. Environ 2 fois par semaine pendant les 7 derniers mois de traitement. Rodrigue sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment? Qui autorisait cela? Alors Hélène Lefebvre, l'oncologue en chef de son cas, signait les autorisations. Il existe un programme à l'hôpital appelé « Fenêtre de vie » qui permet aux patients en traitement prolongé d'avoir quelques heures d'activités externes, à condition d'être surveillés et avec approbation médicale. Et personne n'a pensé que je devais être au courant. La voix de Rodrigue tremblait d'indignation. Selon les registres que j'ai obtenus, vous avez signé l'autorisation initiale pour son inclusion dans le programme, Rodrigue. Tout est documenté. La révélation tomba comme un coup de tonnerre sur l'homme d'affaires. Il se souvint vaguement d'avoir signé une pile de documents lorsque Philippe avait été hospitalisé, mais il n'avait jamais imaginé qu'il y aurait parmi eux une autorisation pour que son fils quitte l'hôpital. « J'ai tout envoyé à votre email », continua Charles, « y compris quelques photos de votre fils sur ce fameux stade de quartier de Saint-Denis. Et il y a plus. Il a vraiment participé à un championnat local. Son équipe, les Étoiles de Saint-Denis, a remporté la finale contre l'équipe du quartier voisin. Philippe était le gardien de but. » Rodrigue raccrocha après avoir remercié mécaniquement. Il ouvrit immédiatement l'email sur son ordinateur portable et fut inondé d'images qu'il n'aurait jamais imaginé voir. Philippe, visiblement plus maigre à cause du traitement, mais avec un sourire radieux sur le visage, arrêtant un penalty. Philippe, serrant ses coéquipiers dans ses bras après une victoire. Philippe, brandissant un petit trophée, avec sa casquette bleue de l'Olympique de Marseille, fermement ajustée sur sa tête de plus en plus dégarnie. Les larmes vinrent sans prévenir. Comment était-il possible que son fils ait vécu toute cette vie parallèle sans qu'il le sache? Rodrigue réalisa avec une douleur lancinante dans la poitrine qu'il avait échoué en tant que père d'une manière qu'il ne parvenait même pas à comprendre pleinement. Il prit les clés de sa voiture et sortit sans y réfléchir à 2 fois. Il devait aller à la Courneuve. Il devait trouver Adrienne Olivier. Le contraste ne pouvait être plus grand. De son appartement luxueux dans le quartier le plus prisé de Paris, Rodrigue conduisit jusqu'à l'une des plus grandes cités urbanisées de France. Il gara son Audi près de l'entrée principale du HLM et continua à pied, guidé par les instructions du GPS sur son téléphone portable. Le bloc 7 était un immeuble simple de 5 étages, sans ascenseur. Il monta les escaliers, sentant les regards curieux des habitants qui n'étaient pas habitués à voir des hommes en costumes et chaussures italiennes par ici. Arrivé au 3e étage, il s'arrêta devant la porte 302 et respira profondément avant de sonner. La porte fut ouverte par une femme d'environ 40 ans, les cheveux bouclés attachés en chignon, les yeux marrons fatigués mais attentifs. Elle portait un simple t-shirt et un jean. « Oui » demanda-t-elle, méfiante. « Adrienne Olivier ? Je m'appelle Rodrigue Dubois. Je suis le père de Philippe. » Le visage de la femme changea instantanément. Un mélange de reconnaissance, de surprise et de quelque chose que Rodrigue ne put identifier immédiatement. « Lucas m'a dit qu'il vous avait rencontré aujourd'hui, » répondit-elle, ouvrant davantage la porte. « Oh, s'il vous plaît, entrez. » L'appartement était petit mais impeccablement organisé et propre. Un salon qui se fondait avec une cuisine américaine, 2 petites chambres au fond et une salle de bain. Sur les murs, quelques photos modestement encadrées et, à la surprise de Rodrigue, une en particulier attira son attention. Lucas et Philippe, côte à côte, souriant, en uniforme de football. « Vous voulez un café ?» offrit Adrienne, lui indiquant le simple canapé pour qu'il s'asseye. « Oui, merci », répondit-il automatiquement sans quitter la photo des yeux. Pendant qu'Adrienne préparait le café, Rodrigue observa chaque détail du petit appartement. C'était une maison simple, mais pleine de chaleur et de vie, si différente de son penthouse minimaliste et froid, décoré par un professionnel qui n'avait jamais connu sa famille personnellement. « Voici
Adrienne posa une tasse fumante sur la petite table basse. « Lucas est chez un ami pour étudier pour un examen. Il a dit qu'il vous parlerait demain, si vous voulez. » Rodrigue acquiesça, ne sachant pas exactement comment entamer cette conversation. Il opta pour la sincérité. « Je ne savais pas que Philippe sortait de l'hôpital. Je ne savais pas qu'il jouait au football. Je ne savais pas qu'il avait des amis comme Lucas. » Les mots sortirent chargés de douleur. « Pourquoi personne ne m'a-t-il dit ?» Adrienne s'assit dans le fauteuil d'en face, tenant sa propre tasse. « Votre fils a demandé que nous ne vous disions rien. » La réponse simple et directe frappa Rodrigue comme un coup de poing dans l'estomac. « Pourquoi ?» Adrienne respira profondément, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « J'ai rencontré Philippe alors qu'il était déjà à l'hôpital depuis 2 mois. Je nettoyais le couloir de l'aile d'oncologie pédiatrique. Il était toujours poli, me saluait par mon nom. Un jour, il m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai parlé de Lucas, et il est devenu curieux. Les semaines suivantes, il demandait toujours des nouvelles de Lucas, du football, de ce que c'était de vivre à la Courneuve. » Adrienne prit une gorgée de café avant de continuer. Quand il a appris l'existence du programme « Fenêtre de vie », Philippe a supplié la Dreux-Lefèvre de participer. Sa première sortie fut pour une librairie, la seconde pour un parc. La troisième, il a demandé à connaître le stade de quartier de Saint-Denis parce que j'avais mentionné que Lucas y jouait. Rodrigue écoutait chaque mot, sentant un nœud grandir dans sa gorge. La première fois qu'il a posé le pied sur ce terrain en terre battue, ses yeux ont brillé d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des mois, continua Adrienne. La Dreux-Lefèvre était avec lui, surveillant tout. Philippe a demandé à essayer de jouer, juste un petit peu. Elle a permis 5 minutes. Il est allé au but, car c'était moins fatigant. Il a arrêté 3 balles d'affilée. Les garçons l'ont adoré. Après ça, c'est devenu une routine. Mais pourquoi me le cacher? La voix de Rodrigue faiblit. Adrienne le regarda droit dans les yeux, sans hostilité mais avec franchise. Il avait peur que vous l'interdisiez. Il disait que vous l'aviez toujours trop protégé, que vous vous inquiéteriez des infections, qu'il se blesse, de la fatigue. La vérité faisait plus mal que Rodrigue ne pouvait l'imaginer. Philippe disait que ses après-midi sur le terrain étaient les seuls où il se sentait de nouveau normal. Il n'était pas le garçon malade. Il était juste un gardien de but de plus. Adrienne sourit légèrement au souvenir. La Dreux-Lefèvre surveillait tout. Il y avait toujours une infirmière présente. Il prenait toutes les précautions. Rodrigue baissa la tête, couvrant son visage de ses mains. Comment n'avait-il pas remarqué? Comment n'avait-il pas vu les signes? « Je veux vous montrer un endroit, » dit Adrienne soudainement se levant. « Si vous voulez, bien sûr. »« Quel endroit ?»« Le stade de quartier de Saint-Denis, où votre fils était heureux. » Le trajet fut silencieux. Rodrigue suivit la modeste voiture d'Adrienne, une vieille Renault Clio, à travers les rues de plus en plus étroites de la périphérie. Le stade de quartier de Saint-Denis était niché entre 2 HLM, une zone simple que la communauté locale avait transformée en un petit stade de quartier, avec des cages en bois peintes en blanc et une tribune improvisée en béton sur l'un des côtés. À leur arrivée, Rodrigue vit que, malgré l'heure, il était déjà plus de 21 heures, il y avait un groupe de garçons qui jouaient encore sous la lumière de quelques poteaux. Quand Adrienne s'approcha, plusieurs d'entre eux vinrent en courant. « Tante Adrienne !» cria un garçon chétif d'environ 13 ans. Puis il remarqua la présence de Rodrigue. « Ah, qui est l'oncle ?» Adrienne fit un geste discret de la tête. « C'est le père de Philippe. » Un silence respectueux tomba sur le groupe. Les garçons regardèrent à Rodrigue avec un mélange de curiosité et de révérence. « Vous êtes exactement comme Philippe en parlait, » dit l'un des garçons, un peu plus âgé que les autres. Il disait toujours que son père était l'homme le plus important de Paris. Rodrigue sentit ses jambes flageoler de nouveau. « Vous jouiez avec mon fils ?»« Bien sûr, » répondit un autre garçon animé. Philippe était le meilleur gardien de but qu'on ait jamais eu. Personne ne croyait qu'il était malade, tellement il était bon. Il n'aimait pas quand on lui facilitait les choses, ajouta un troisième. Il se mettait même en colère. Il voulait être traité comme tout le monde. Et on a gagné le championnat grâce à lui, ajouta l'aîné avec fierté. En finale, il a arrêté 2 pénaltys. 2. C'est pour ça qu'on lui a donné la médaille. Chaque mot était comme une petite lame dans le cœur de Rodrigue. Son fils, qu'il croyait si bien connaître, avait toute une vie secrète, toute une histoire qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché après qu'il soit parti ?» demanda Rodrigue, ravalant sa douleur. Les garçons se regardèrent, mal à l'aise. « Philippe nous a fait promettre, »
répondit finalement l'aîné. Il a dit que vous seriez déjà trop triste, que vous n'aviez pas besoin d'en savoir plus, qui pourrait vous rendre encore plus malheureux. Adrienne posa sa main sur l'épaule de Rodrigue, qui tremblait visiblement. Il se souciait beaucoup de vous, dit-elle doucement. Elle parlait toujours de son père avec admiration. Il voulait être comme vous quand il serait grand. Rodrigue regarda le simple terrain, les cages en bois, et tenta d'imaginer son fils là, arrêtant des ballons, célébrant des victoires, étant juste un enfant normal, vivant des moments de joie au milieu d'une bataille que finalement, il n'avait pas pu gagner. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit Adrienne, sortant son téléphone portable de sa poche. Lucas a gardé quelques vidéos. Sur le petit appareil, des images de Philippe en action, arrêtant un tir difficile dans le coin gauche, célébrant les bras levés après un arrêt important, recevant l'embrassade collective de ses coéquipiers après la victoire au championnat. Dans toutes les vidéos, il y avait quelque chose que Rodrigue n'avait pas vu depuis longtemps, le bonheur authentique dans les yeux de son fils. Une joie pure qui avait disparu bien avant le diagnostic, une vitalité que Rodrigue, dans son obsession du succès et de l'avenir, n'avait pas remarqué qu'elle s'éteignait. Rodrigue retourna à son appartement après minuit, le cœur lourd et l'esprit rempli d'images qu'il ne parvenait pas à traiter. Adrienne lui avait fourni des copies des vidéos et des photos que les garçons du stade de quartier de Saint-Denis avaient de Philippe. C'était comme redécouvrir son propre fils, des mois après l'avoir perdu. Assis seul dans le vaste salon, les lumières de la ville brillant à travers les baies vitrées, Rodrigue sortit enfin de sa poche l'enveloppe que Lucas lui avait remise au cimetière. Ses mains tremblaient. Il avait peur de ce qu'il y trouverait, des mots que son fils avait écrits en sachant qu'un jour son père les lirait. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait quelques feuilles d'un cahier d'écolier, écrites de la main encore enfantine mais déjà bien formée de Philippe. Rodrigue respira profondément et commença à lire. « Papa, si tu lis cette lettre, c'est parce que Lucas a tenu sa promesse de te chercher au cas où je ne réussirais pas à gagner cette bataille. D'abord, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je t'ai toujours admiré plus que n'importe qui au monde. Je sais que tu dois être confus et peut-être même en colère de découvrir que je sortais de l'hôpital pour jouer au football. Je sais aussi que tu n'aurais jamais permis ça si tu l'avais su. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Ne sois pas en colère contre maman, ni contre la Dreux-Lefèvre, ni contre tante Adrienne. C'est moi qui ai insisté pour qu'il garde le secret. Papa, quand j'ai découvert que j'étais malade, la chose qui m'a le plus effrayé n'était pas la possibilité de quitter ce monde. C'était l'idée de ne plus jamais être juste un garçon normal. Toi et maman avaient commencé à me traiter comme si j'étais fait de verre. Les médecins ne parlaient que de protocole et de traitement. Personne ne me voyait plus comme Philippe. J'étais le patient, le cas grave, l'enfant en phase terminale. À l'hôpital, j'ai rencontré tante Adrienne. Elle a été la première personne depuis longtemps qui m'a parlé comme si j'étais juste un garçon normal. Elle me racontait des histoires sur Lucas, sur le football au stade de quartier de Saint-Denis, sur la vie en dehors de ces murs blancs. C'était comme une fenêtre sur un monde que je pensais ne plus jamais être le mien. Quand la Dreux-Lefèvre m'a parlé du programme Fenêtre de vie, j'ai vu ma chance. Elle m'a expliqué tous les risques, mais elle a aussi dit que ma santé mentale était aussi importante que ma santé physique. Tu as signé l'autorisation avec d'autres documents. J'étais à côté de ton bureau quand tu as signé, mais tu parlais au téléphone d'une affaire importante. La première fois que j'ai mis le pied sur ce terrain en terre, j'ai senti que j'étais vraiment vivante à nouveau. Les garçons ne savaient pas que j'étais malade, pas au début. Ils m'ont accepté parce que j'étais bon au but, je l'ai toujours été. Depuis les cours d'éducation physique à l'école, tu te souviens? Tu n'as jamais pu venir me voir jouer à cause du travail. Mais la maîtresse disait toujours que j'avais du talent. Chaque après-midi à Saint-Denis, c'était comme regagner un morceau de ma vie. Oui, j'étais fatigué. Oui, parfois je me sentais mal après. Mais ça valait chaque seconde, papa. Ce furent les moments les plus heureux de mes derniers mois. Je n'étais pas un malade là-bas. J'étais un gardien de but, un ami, un champion. Je sais que tu as toujours voulu me protéger. Je sais que tu as travaillé si dur pour me donner le meilleur avenir possible. Mais ce que je voulais vraiment, au final, c'était juste vivre le présent. Même si ce présent était court, même s'il était difficile. Ne sois pas en colère et ne te culpabilise pas. Je voulais juste que tu connaisses cette partie de ma vie que je t'ai cachée. Je voulais que tu saches que, malgré tout, j'ai trouvé de la joie dans mes derniers jours. Lucas et les garçons de Saint-Denis m'ont donné ça. Tante Adrienne aussi. Si tu peux, prends un peu soin d'eux.
Pas avec de l'argent. Ils ont de la fierté, ils n'accepteraient pas. Mais peut-être peux-tu les aider d'autres manières. Le stade de quartier de Saint-Denis a besoin d'un meilleur éclairage. Les garçons ont besoin d'un adulte qui croit en eux, comme tu as toujours cru en moi. Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours. Philippe. Rodrigue ne put retenir ses larmes. Elles vinrent comme une tempête d'été, violentes et incontrôlables. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance, sans aucune prétention de force ou de sang-froid. Son fils, son petit Philippe, avait vécu une vie parallèle durant ces derniers mois, trouvant joie et normalité pendant que lui, Rodrigue, était trop occupé par son empire commercial pour s'en apercevoir. Quand il réussit enfin à se ressaisir, il était déjà l'aube. Il appela Béatrice, son ex-femme, chose qu'il faisait rarement depuis leur séparation. Il avait besoin de lui parler immédiatement. « Rodrigue, il est 4 heures du matin. » La voix de Béatrice semblait inquiète de l'autre côté de la ligne. « Tu savais ?» demanda-t-il sans détour. « Tu savais que Philippe jouait au football pendant son traitement ?» Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Béatrice soupira. « Il m'a fait promettre, Rodrigue, et sincèrement, c'était la première fois depuis des mois que je voyais notre fils vraiment heureux. Tu l'aurais interdit si tu avais su. »« J'avais le droit de savoir, » insista Rodrigue, la colère se mêlant à la douleur. « Comme tu avais le droit d'être présent dans sa vie avant la maladie, » rétorqua Béatrice, l'amertume évidente dans sa voix. « Rodrigue, tu étais toujours trop occupé. Il y avait toujours une réunion plus importante, un contrat plus urgent, un voyage inévitable. » Philippe a grandi en voyant plus le chauffeur qui allait le chercher à l'école que son propre père. Les mots de Béatrice étaient comme des couteaux, ouvrant des blessures que Rodrigue préférait ignorer. « Quand il est tombé malade, ta solution a été de travailler encore plus, » continua-t-elle, « pour lui garantir le meilleur traitement, le meilleur hôpital, les meilleurs médecins. Mais tu sais de quoi Philippe avait vraiment besoin? D'un père présent. De quelqu'un qui jouerait au ballon avec lui dans le jardin, qui écouterait ses histoires, qui serait simplement là. Je construisais un avenir pour lui, se défendit Rodrigue, mais sa voix ne portait plus de conviction. Et il perdait le présent, conclut Béatrice plus doucement. Les après-midi au stade de quartier de Saint-Denis ont redonné un peu de vie à notre fils. Je t'apporterai quelque chose demain, quelque chose qui t'aidera peut-être à mieux comprendre tout cela. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain matin au café qu'ils fréquentaient pendant leur mariage, un lieu neutre où ils avaient déjà discuté de questions liées à Philippe à plusieurs reprises. Quand Béatrice arriva, elle apportait avec elle un simple cahier à couverture rigide bleue avec l'écusson du Paris Saint-Germain estampillé sur le devant. Elle le tendit à Rodrigue sans dire un mot. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. « Le journal de Philippe. Il a commencé à écrire au début du traitement, sur les conseils de la psychologue de l'hôpital, » expliqua Béatrice. « Il m'a demandé de le garder. Il a dit qu'un jour tu aurais peut-être besoin de le lire. » Rodrigue ouvrit le cahier avec révérence. Les premières pages étaient remplies de peur et de confusion, des réflexions honnêtes d'un garçon de 11 ans confrontant sa propre mortalité. Mais à mesure qu'il avançait, les entrées changèrent de ton. « Aujourd'hui, j'ai rencontré Lucas. Sa mère travaille à l'hôpital. Il m'a montré des photos du terrain où il joue au football. Ça a l'air incroyable. Ladreux Lefebvre a dit que je pouvais participer au programme Fenêtre de vie. J'ai hâte. Ma première fois au stade de quartier de Saint-Denis aujourd'hui. Les garçons m'ont laissé jouer au but. J'ai arrêté plusieurs ballons. Personne ne m'a traité comme un malade. C'était le meilleur jour depuis des mois. Papa est venu me rendre visite aujourd'hui. J'ai failli lui parler du football, mais il était si inquiet. Il parlait de nouveaux traitements en Europe, de médecins célèbres. Je ne veux pas qu'il m'empêche d'aller au terrain. C'est le seul endroit où je me sens encore moi-même. Le championnat a commencé aujourd'hui. Je suis le gardien titulaire. Personne ne croit quand je dis que je suis en traitement contre le cancer. Ça me fait me sentir fort. Les entrées continuaient, détaillant chaque match, chaque arrêt, chaque moment de normalité au milieu du chaos de la maladie. Mais il y avait aussi des réflexions sur Rodrigue. Papa a annulé la visite d'aujourd'hui. Réunion importante. Je sais qu'il travaille tellement pour moi, pour payer mon traitement. Mais j'aurais voulu qu'il soit là. Parfois, je me demande si papa sait vraiment qui je suis. Il m'apporte des cadeaux chers. Mais il n'a jamais le temps de jouer avec moi, d'écouter mes histoires. Lucas a aussi un père absent, mais pour des raisons différentes. Le sien a abandonné la famille. Au moins le mien se soucie de moi,
même s'il ne sait pas comment le montrer. Finale du championnat demain. Je suis nerveux et excité. J'aurais voulu que papa puisse être là. Il ne m'a jamais vu jouer. Jamais. Même quand j'étais en bonne santé. La dernière entrée datait de seulement 3 jours avant le départ de Philippe. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Les médecins ne le disent pas, mais je le vois dans leur regard. Je n'ai pas peur. J'aurais juste aimé avoir encore quelques après-midi au stade de quartier de Saint-Denis. J'aurais juste voulu que papa sache à quel point ces moments ont compté pour moi. Peut-être qu'un jour il le découvrira. Peut-être que ça l'aidera à vivre différemment, à être présent dans la vie des gens, à trouver de la joie dans les choses simples comme j'en ai trouvé. Rodrigue ferma le journal détruit de l'intérieur. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas réalisé ce dont son fils avait réellement besoin? Il n'a jamais montré de ressentiment, dit Béatrice brisant le silence. Juste de la tristesse de ne pas pouvoir te montrer qui il était vraiment. Comment puis-je réparer ça? Demanda Rodrigue, plus à lui-même qu'à son ex-femme. Comment puis-je réparer quelque chose quand il est déjà trop tard? Béatrice lui toucha doucement la main, un geste rare depuis leur séparation. Peut-être n'est-il pas trop tard pour honorer qui il était. Pour apprendre de lui, Rodrigue acquiesça lentement, une idée commençant à se former dans son esprit. « Je dois retourner au stade de quartier de Saint-Denis », dit-il déterminé. « Je dois connaître cet endroit qui a tant compté pour notre fils. »« Vas-y, » répondit Béatrice. Philippe serait heureux. Cet après-midi-là, Rodrigue se rendit de nouveau à la Courneuve. Il se gara près du HLM et se dirigea directement vers l'appartement d'Adrienne. Quand elle ouvrit la porte, elle parut surprise de le revoir. « Monsieur Rodrigue, appelez-moi simplement Rodrigue, s'il vous plaît, » demanda-t-il. « Adrienne, j'ai besoin d'une faveur. »« Bien sûr, qu'y a-t-il » Rodrigue respira profondément, se sentant vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis des décennies. « Pourriez-vous m'apprendre à jouer au football ?» Les yeux d'Adrienne s'écarquillèrent. « Comment ça ?»« Philippe ne m'a jamais vu jouer. Je n'ai jamais joué avec lui. »« Pas une seule fois, » confessa Rodrigue, la voix étranglée. « Je veux apprendre. Je veux comprendre ce qu'il ressentait quand il était sur ce terrain. Cela peut paraître idiot, mais ce n'est pas idiot, » interrompit Adrienne avec un sourire doux. « Ce n'est pas idiot du tout. » Lucas rentra de l'école à ce moment-là et resta immobile à la porte, observant la scène avec curiosité. « Salut, monsieur Rodrigue. »« Salut, Lucas. Je suis venu demander à ta mère de m'apprendre à jouer au football. Qu'en penses-tu » Le garçon sourit, un sourire qui rappelait tellement celui de Philippe que le cœur de Rodrigue en fut meurtri. « Je crois que je peux aider aussi. Vous voulez être gardien de but » Rodrigue sourit en retour, les yeux larmoyants. « Oui, je veux essayer d'être gardien de but, comme mon fils. » La première tentative de Rodrigue dans les buts du stade de quartier de Saint-Denis fut, pour le moins, désastreuse. À 47 ans, l'homme d'affaires n'avait jamais pratiqué de sport sérieusement. Adolescent, il préférait étudier plutôt que jouer, un choix que ses parents avaient toujours encouragé. Dans sa vie d'adulte, son seul exercice était d'utiliser occasionnellement le tapis de course dans sa salle de sport privée ou quelques séances avec un entraîneur personnel qu'il annulait fréquemment en raison d'engagement professionnel. Lorsque Lucas lui envoya le premier ballon, un tir léger, clairement facilité, Rodrigue non seulement ne l'arrêta pas, mais tomba maladroitement sur la terre battue, salissant son jean de marque et se blessant le coude. Les garçons qui assistaient à la scène tentèrent, sans grand succès, de dissimuler leur rire. Adrienne, quant à elle, s'approcha pour vérifier s'il allait bien. « On peut arrêter si vous voulez, » suggéra-t-elle, tendant la main pour l'aider à se relever. Rodrigue refusa l'aide et se leva seul, en tapant la poussière de ses vêtements. « Encore, » dit-il, se repositionnant entre les buts improvisés. Lucas échangea un regard avec sa mère, qui acquiesça discrètement. Le garçon tira de nouveau, encore plus doucement. Cette fois, Rodrigue parvint à toucher le ballon, mais il passa sous ses mains et entra dans le but. Plus de rire contenu des jeunes spectateurs. « On va essayer une autre position », suggéra Lucas après la 10e tentative infructueuse de Rodrigue. « Vous pourriez être défenseur. C'est plus facile. »« Non », répondit Rodrigue avec une détermination qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Philippe était gardien de but. Je vais apprendre à être gardien de but aussi. Pendant 2 heures, Rodrigue persista. À la fin, il était complètement épuisé, en sueur, sale, avec des éraflures sur les bras et les jambes, mais il avait réussi à arrêter 3 tirs.
Quand il accepta finalement d'arrêter, les garçons ne riaient plus de lui. Il y avait quelque chose dans l'effort de cet homme plus âgé, clairement hors de son élément, qui inspirait le respect. « Vous revenez demain ?» demanda l'un des garçons, que Rodrigue découvrit plus tard s'appelait Joachim, le capitaine de l'équipe où Philippe jouait. « Je reviens », répondit-il, sans hésitation. Et il revint. Jour après jour, semaine après semaine, Rodrigue apparaissait au stade de quartier de Saint-Denis. Initialement, seulement les samedis et dimanches après-midi. Ensuite, il commença à réorganiser son emploi du temps pour pouvoir y aller aussi certains jours de semaine. Peu à peu, son agenda auparavant rempli de réunions, de voyages et d'engagements professionnels commença à inclure régulièrement entraînement à Saint-Denis. Son évolution en tant que gardien de but fut lente mais constante. Sous la direction patiente de Lucas et des autres garçons, il apprit les techniques de base. Comment positionner ses mains, comment sauter, comment lire la trajectoire du ballon. Plus important encore, il apprit sur le monde de son fils. Philippe défendait comme ça, regarde, montrait Lucas, se positionnant entre les buts avec une posture que Rodrigue tentait d'imiter. Il disait toujours que le secret était de ne pas avoir peur du ballon. Il a inventé notre cri de guerre, raconta Joachim un après-midi, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre près du terrain. Saint-Denis, c'est cœur, courage et joie. On criait ça avant chaque match. Le jour où il s'est senti mal ici, il s'est fâché quand on a voulu appeler une ambulance, raconta un autre garçon, Raphaël. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'on le traite différemment, juste parce qu'il était malade. Ladre Lefebvre a dû le convaincre de retourner à l'hôpital. Chaque histoire, chaque détail, était comme une pièce du puzzle qu'était Philippe. Un fils que Rodrigue réalisait, avec une douleur croissante, n'avoir jamais vraiment connu. Adrienne devint une présence constante à ces moments-là. Au début, elle se contentait d'observer les entraînements et d'offrir occasionnellement de l'eau ou une serviette à Rodrigue. Avec le temps, leurs conversations devinrent plus profondes, plus personnelles. « Comment faites-vous » demanda Rodrigue un soir, alors qu'il prenait un simple café dans la petite brasserie près du terrain, après un entraînement particulièrement épuisant. « Comment je fais quoi » Élever Lucas seul. Travailler à 2 emplois. Garder toute cette force. Adrienne sourit, un sourire que Rodrigue apprit peu à peu à admirer pour son authenticité. « Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? La vie ne s'arrête pas pour demander si nous sommes prêts pour les défis qu'elle apporte. Mais vous êtes toujours présente, dans la vie de Lucas, dans la communauté. Comment parvenez-vous à tout équilibrer ? Je n'équilibre pas, admit-elle avec un léger rire. Beaucoup de balles tombent. Mais les importantes, celles qui comptent vraiment, celles-là, je fais tout pour les maintenir en l'air. Lucas est la plus importante d'entre elles. Cette conversation continua à résonner dans l'esprit de Rodrigue pendant des jours. Dans son bureau, au sommet d'un immeuble commercial de luxe dans le centre financier de Paris, il commença à évaluer sa propre vie. Quelles balles avait-il maintenues en l'air? Lesquelles avait-il laissé tomber? L'empire commercial qu'il avait bâti était impressionnant, sans aucun doute. Dubois Immobilier était parmi les plus grandes entreprises de construction du pays. Mais à quel prix ce succès avait-il été obtenu? Un mercredi matin, Rodrigue convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'entreprise. Ses cadres se regardèrent confus lorsqu'il entra dans la salle de réunion vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt, au lieu de son habituel costume italien. « J'ai quelques annonces à faire », commença-t-il sans préambule. « Premièrement, je vais réduire ma charge de travail dans l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai au maximum 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Plus de réunions à l'aube, plus d'emails à 2 heures du matin, plus de voyages d'affaires qui s'étendent sur des semaines. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Rodrigue Dubois était connu pour son dévouement presque obsessionnel au travail. Cette annonce était complètement hors de son habitude. Deuxièmement, nous allons mettre en œuvre immédiatement de nouvelles politiques de bien-être pour tous les employés. Des horaires flexibles pour les pères et les mères, un congé paternité étendu, une aide à la garde d'enfants élargie et un programme d'incitation à la participation des parents aux activités scolaires de leurs enfants. Les directeurs prenaient des notes frénétiquement, toujours perplexes. Troisièmement, et le plus important, continua Rodrigue, nous allons créer la Fondation Philippe Dubois. L'objectif sera de soutenir les enfants en traitement contre des maladies graves, en se concentrant particulièrement sur l'offre de moments de vie normale, de joie, pendant le traitement. Je veux que 15% des bénéfices annuels de l'entreprise soient alloués à cette fondation. Rodrigue,
interrompit Charles Almeida, le directeur financier de l'entreprise et ami de longue date. Cela aura un impact significatif sur nos résultats financiers. Les actionnaires devront comprendre, coupa Rodrigue avec une fermeté tranquille. Ce n'est pas une décision négociable. C'est un changement de philosophie. Notre entreprise restera rentable, mais pas au détriment de la santé mentale de nos employés ou de ma propre santé mentale. Et certainement pas au détriment des enfants qui ont besoin de leurs parents présents. En sortant de la réunion, Rodrigue ressentit un mélange de légèreté et d'anxiété. Il restait une chose à faire, quelque chose qu'il repoussait depuis des semaines. Il se rendit au cimetière. Cette fois, il n'apporta pas de fleurs. Au lieu de cela, il portait un ballon de football, le même que Lucas lui avait donné, celui que Philippe utilisait à l'entraînement. Devant la tombe de son fils, Rodrigue s'assit sur l'herbe et posa le ballon à côté de la pierre tombale. « Salut, mon fils », dit-il, se sentant un peu étrange de parler à voix haute. « Je me suis beaucoup entraîné. Je suis toujours nul, mais je m'améliore. Lucas dit que je pourrais participer à un vrai match n'importe quel jour. » Le vent doux fit bruisser les feuilles de l'arbre voisin, comme une réponse. « Tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi tu aimais tant jouer au football. Je trouvais ça une perte de temps, pour être honnête. » Continua-t-il avec un sourire triste. « Mais maintenant, je commence à comprendre. Ce n'est pas seulement le ballon, c'est de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. C'est la connexion, les moments partagés, c'est d'être présent. » Rodrigue respira profondément, sentant les larmes commencer à monter, mais il n'essaya pas de les retenir. « J'essaie de changer, Philippe. J'essaye d'être le père que tu aurais mérité d'avoir. Je sais qu'il est trop tard pour nous, mais peut-être pas pour d'autres personnes, pour d'autres enfants. » Il resta là près d'une heure, parlant à son fils comme il ne l'avait jamais fait de son vivant. Parlant des garçons de Saint-Denis, des plans pour la fondation, des changements dans sa vie. Quand il se leva enfin pour partir, il se sentit plus léger, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Sur le chemin du retour, il reçut un appel d'Adrienne. « Rodrigue, Lucas veut savoir si vous venez à l'entraînement aujourd'hui. Les garçons organisent un match spécial. »« Bien sûr que j'y vais, » répondit-il. « En fait, je pensais, vous et Lucas voudriez-vous dîner chez moi ce week-end? Je veux dire, ce n'est pas obligé d'être chez moi si c'est inconfortable pour vous. On peut aller au restaurant ou... »« Votre maison, c'est très bien, » interrompit Adrienne avec un léger rire. « Lucas est curieux de voir où vous habitez. Je crois qu'il imagine un château. » Rodrigue rit aussi, réalisant à quel point ce son était rare dans sa vie. C'est juste un appartement, trop grand pour une seule personne, en fait. « Alors nous lui apporterons plus de vie, » répondit Adrienne, avec une naturalité qui fit le cœur de Rodrigue s'accélérer d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le dîner de ce samedi fut le premier de nombreux autres. Lucas fut ébloui par la vue du penthouse, mais perdit rapidement tout intérêt pour les aspects matériels et se concentra sur la collection de photos de Philippe que Rodrigue avait dispersées dans le salon, dont beaucoup qu'il n'avait lui-même jamais vraiment observées attentivement. « Ça, c'est du championnat !» s'exclama Lucas, montrant une photo où Philippe tenait un trophée entouré de coéquipiers. « J'étais là, regarde. » « Et ça, c'était à son anniversaire, à l'hôpital, » expliqua Adrienne, désignant une autre image. Ladre Lefebvre avait autorisé une petite fête dans l'aile pédiatrique. Pendant que Lucas explorait l'appartement, Rodrigue et Adrienne conversaient sur le balcon. Le ciel de Paris, généralement pollué, présentait un rare moment de clarté, avec des étoiles visibles entre les gratte-ciel. « Merci, » dit Rodrigue soudainement. « Pourquoi ?»« Pour avoir permis à Philippe d'avoir ces moments de bonheur. Pour avoir pris soin de lui quand je n'étais pas là, pour m'avoir aidé à le connaître, même après son départ. » Adrienne resta silencieuse un instant, regardant la ville qui s'étendait en contrebas. « Philippe a aussi changé Lucas, vous savez, » dit-elle finalement. Avant de le connaître, Lucas avait du mal à se connecter avec les autres. Il a perdu son père très tôt, a grandi en me voyant travailler à plusieurs emplois. Il pensait qu'il devait être fort tout le temps, ne pas montrer de vulnérabilité. Philippe lui a appris qu'il y a de la force à être ouvert, à partager. « Il semble que mon fils était un meilleur professeur que je ne l'ai jamais été, » réfléchit Rodrigue. « Ne vous dépréciez pas. » Adrienne se tourna vers lui, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Ce que vous faites maintenant, cette transformation, cette recherche de connexion, c'est aussi enseigner. Lucas observe comment vous changez,
Comment vous vous efforcez même quand c'est difficile ?» Sans trop réfléchir, Rodrigue se pencha et l'embrassa doucement. Ce fut un baiser bref, presque timide, complètement différent des interactions calculées et superficielles qu'il avait connues ces dernières années dans ses relations passagères. « Pardon », murmura-t-il s'éloignant. « Je ne devrais pas… »« C'est bon », sourit Adrienne. « Mais allons-y doucement, d'accord? Il y a beaucoup en jeu ici. Pas seulement nous deux, mais Lucas aussi. » Rodrigue acquiesça, respectant la sagesse de ses mots. Il n'y avait pas de précipitation. Pour la première fois depuis des décennies, il apprenait à valoriser le processus, le chemin, au lieu de seulement le résultat final. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette rencontre au cimetière. Paris restait la même métropole chaotique et vibrante, mais la vie de Rodrigue Dubois avait complètement changé. Le premier grand changement survint 6 mois après avoir rencontré Lucas et Adrienne. Rodrigue vendit son penthouse dans le Marais et acheta une maison plus modeste, bien que toujours confortable, près du parc des Buttes-Chaumont. La nouvelle résidence se trouvait à seulement 20 minutes de la Courneuve, raccourcissant considérablement le trajet jusqu'au stade de quartier de Saint-Denis, qui faisait désormais partie de sa routine hebdomadaire. La fondation Philippe Dubois était devenue une réalité et avait grandi plus que Rodrigue ne l'aurait jamais imaginé. Basée dans un bâtiment rénové à quelques mètres du stade de quartier de Saint-Denis, l'institution coordonnait des programmes pour les enfants en traitement contre des maladies graves dans plusieurs hôpitaux de Paris. La devise, inspirée des mots du journal de Philippe, ornait la façade du bâtiment « Vivre le présent », même quand l'avenir est incertain. Le programme principal de la fondation Fenêtre de vie, en hommage à l'initiative qui avait permis à Philippe ses après-midi de football, avait déjà bénéficié à plus de 1000 enfants, leur offrant des moments de normalité et de joie pendant des traitements difficiles. Avec un suivi médical adéquat, les enfants pouvaient participer à des activités sportives, artistiques, musicales, tout ce qui pouvait leur rendre un peu de l'enfance que la maladie tentait de leur voler. Mais la transformation la plus significative ne résidait pas dans les projets externes ou les changements matériels. Elle résidait en Rodrigue lui-même. Ce samedi matin ensoleillé, il se tenait au bord du stade de quartier de Saint-Denis, observant fièrement la grande banderole qui annonçait « Inauguration du centre sportif Philippe Dubois ». L'ancien terrain en terre battue avait été entièrement rénové. Du gazon synthétique remplaçait le terrain irrégulier. Un système d'éclairage moderne permettait les matchs nocturnes. Des tribunes simples mais fonctionnelles offrèrent du confort aux spectateurs, et un petit bâtiment annexe abritait des vestiaires, des toilettes et une salle polyvalente pour des activités éducatives. « Nerveux ?» demanda Adrienne s'approchant et entrelaçant ses doigts aux siens. « Un peu », admit Rodrigue, souriant à la femme qui, il y a un peu plus d'1 an, était devenue son épouse, lors d'une cérémonie simple organisée justement sur ce terrain. « Tu penses qu'il approuverait ?»« J'en suis sûr », répondit-elle, désignant Lucas, maintenant âgé de 15 ans, qui aidait à organiser les plus jeunes pour la cérémonie d'ouverture. Mais sans cette plaque à son nom, Philippe aurait détesté être le centre de l'attention. Rodrigue acquiesça. La petite plaque de bronze, discrètement placée à l'entrée du centre sportif, avait fait l'objet de débats entre eux, à la mémoire de Philippe Dubois, qui nous a appris à vivre pleinement chaque instant. Simple, sans pompe ni grandiloquence, comme Philippe lui-même l'aurait préféré. Le nouveau centre sportif n'était pas seulement un espace pour les matchs de football, c'était un pôle de vie communautaire. Outre les activités sportives régulières, il abritait des programmes éducatifs, des ateliers de formation professionnelle pour jeunes et adultes et servait de point de rencontre pour des initiatives de santé et de bien-être. Tout était financé par la Fondation Philippe Dubois, mais géré par la communauté elle-même. Les gens de l'hôpital sont arrivés, informa Lucas, s'approchant enthousiaste. Ladre Lefebvre est avec 4 enfants du programme. Je peux les emmener visiter le vestiaire avant la cérémonie. Bien sûr, répondit Rodrigue, ébouriffant affectueusement les cheveux de son beau-fils. Ne les laisse pas trop se fatiguer avant le match inaugural. Lucas courut vers le groupe qui venait de descendre d'une camionnette blanche avec le logo de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et de la Fondation Philippe Dubois. Rodrigue observa, le cœur chaud, comment l'adolescent interagissait naturellement avec les enfants malades, sans pitié ni condescendance, les traitant exactement comme il traitait n'importe qui d'autre, une leçon qu'il avait apprise de Philippe. « Monsieur Dubois », appela une voix féminine.
Rodrigue se retourna pour trouver la Dre Hélène Lefebvre, l'oncologue qui avait soigné Philippe et qui coordonnait maintenant le partenariat entre l'hôpital et la fondation. « Tout est prêt pour le grand jour ?»« Je crois que oui, » répondit-il, la saluant d'une chaleureuse accolade. « Comment vont nos petits athlètes ?»« Impatients, » sourit la médecin. Surtout Gabriel. Il n'arrêtait pas de parler de jouer comme gardien aujourd'hui. Gabriel Durand, 10 ans, était en traitement contre la leucémie depuis 8 mois. C'était sa 3e participation au programme Fenêtre de vie et selon la Dre Lefebvre, le garçon vivait pour ces moments en dehors de l'hôpital. « Sa mère est aussi venue ?» demanda Adrienne. « Oui, elle est là. » La médecin désigna une jeune femme, à l'air fatigué, qui observait son fils avec un mélange d'inquiétude et de joie, tandis qu'il explorait le nouveau terrain avec les autres. C'est la première fois que je la vois sourire depuis des semaines. Rodrigue se souvint de lui-même 3 ans auparavant, toujours préoccupé par les protocoles médicaux, les statistiques de survie, les nouveaux traitements expérimentaux, et complètement indifférent à l'importance des moments de simple bonheur dans la vie d'un enfant malade. Comme il avait été aveugle. La cérémonie d'inauguration fut volontairement brève et informelle. Rodrigue fit un court discours, remerciant la communauté de La Courneuve qui avait embrassé le projet depuis le début, et expliquant la philosophie derrière le centre sportif. Un lieu où chaque enfant, quelle que soit sa condition de santé ou sa situation socio-économique, pouvait simplement être un enfant. Ce n'est pas un projet à moi ou de la Fondation, conclut-il. C'est un projet à nous tous. Un lieu construit avec l'esprit que j'ai appris de mon fils Philippe et de vous tous. L'esprit de vivre intensément le présent, de trouver de la joie dans les moments simples, de construire de véritables connexions. Après le discours, commença le match inaugural. L'équipe d'adolescents de Saint-Denis contre une équipe d'adultes de la communauté, y compris Rodrigue, qui avait finalement conquis sa place de gardien de but remplaçant. Il n'était pas talentueux, mais compensé par sa dévotion et surtout par la joie authentique qu'il ressentait chaque fois qu'il entrait sur le terrain. Dans les tribunes, des patients de la Pitié-Salpêtrière, dont Gabriel assistait avec enthousiasme, attendant leur tour de jouer dans le 2e match de la journée, spécialement organisé pour eux. Pendant la mi-temps du premier match, Rodrigue remarqua Gabriel seul, un peu à l'écart des autres, ajustant maladroitement une perruque qui cachait à peine les effets de la chimiothérapie. Il s'approcha discrètement du garçon. « Nerveux pour le match ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté de lui. Gabriel haussa les épaules, essayant de paraître indifférent, mais ses yeux le trahissaient. « Un peu. Et si je n'arrive à rien arrêter? Les autres vont se moquer de moi. » Rodrigue sourit, reconnaissant chez ce garçon la même peur que Philippe avait exprimée dans son journal. « Tu sais, mon fils avait la même peur, » confia-t-il. « La première fois qu'il a joué ici, il pensait que ce serait un désastre. Mais tante Adrienne a dit qu'il était un gardien incroyable, » rétorqua Gabriel confus. « Et il l'était. Mais il n'a pas commencé comme ça, » expliqua Rodrigue. « Il a commencé avec peur, incertain. Tu sais ce qui a fait la différence ?» Gabriel secoua la tête, attendant la réponse. Il a décidé que, même s'il échouait, même s'il n'était pas le meilleur, ça en valait la peine pour le simple plaisir d'être sur le terrain, de faire partie du jeu. Les arrêts sont venus après, avec la pratique. Le plus important est venu en premier, le courage d'essayer, de se permettre d'être juste un garçon jouant au ballon. Les yeux de Gabriel s'illuminèrent d'une compréhension au-delà de son âge. « Je peux être le gardien aujourd'hui ?» demanda-t-il avec une confiance renouvelée. « Bien sûr que tu peux », sourit Rodrigue. « Et tu sais quoi? Je vais te donner un conseil que j'ai appris ces dernières années. Le secret n'est pas de ne pas encaisser de but. Le secret est de s'amuser tellement que les buts n'ont même pas d'importance. » Quand vint l'heure du match des enfants du programme, Gabriel entra confiant dans les buts. Sa perruque glissa dès les premières minutes, mais à la surprise de sa mère, il ne s'en soucia pas. Il joua avec enthousiasme, arrêtant quelques ballons, en laissant passer d'autres, mais toujours avec un sourire sur le visage. Adrienne s'approcha de la mère de Gabriel dans les tribunes, lui offrant un café. « C'est la première fois que je le vois ainsi depuis le diagnostic », confia la femme émue. « Libre, sans peur, juste heureux. »« C'est de ça qu'il s'agit, » répondit Adrienne, désignant le terrain, les enfants, la communauté réunie. « Nous ne pouvons pas contrôler le temps que nous avons, mais nous pouvons choisir comment le vivre. » Après les matchs,
Tandis que la communauté célébrait avec un grand barbecue organisé par les habitants de la Courneuve, Rodrigue trouva un moment pour s'éloigner. Il marcha jusqu'à un petit banc installé sous un arbre au coin du terrain, un endroit qu'il avait délibérément choisi pour ses moments de réflexion. De sa poche, il sortit la vieille montre musicale qui avait appartenu à Philippe, la même que Lucas avait mentionnée lors de cette première rencontre au cimetière. Il l'ouvrit, laissant la douce mélodie s'échapper. C'était une berceuse traditionnelle que le grand-père de Rodrigue avait l'habitude de siffler. Pendant que la musique jouait, Rodrigue observait la scène devant lui. Lucas guidant Gabriel sur les techniques de défense, Adrienne conversant animément avec la mère du garçon, Ladre Lefebvre surveillant discrètement ses petits patients, les habitants de la Courneuve fraternisant, tous unis par un but commun. À ce moment-là, Rodrigue ressentit une paix qu'il avait cherchée toute sa vie sans le savoir. Son empire commercial continuait d'exister, mais il opérait désormais selon de nouveaux principes, axés sur la responsabilité sociale et le bien-être des employés. Sa richesse matérielle avait diminué, mais sa richesse spirituelle et émotionnelle avait multiplié exponentiellement. « Papa, viens jouer !» appela Lucas, faisant signe du milieu du terrain où il organisait un match mixte entre enfants et adultes. « On n'a pas de gardien !» Rodrigue sourit, rangeant soigneusement la montre dans sa poche. Il se leva et retourna vers le terrain, vers la vie que son fils lui avait appris à valoriser. « J'arrive !» répondit-il, accélérant le pas. En se positionnant entre les poteaux du but, Rodrigue ressentit cette sensation familière de plénitude qu'il avait découverte ces dernières années. Ce n'était pas seulement un match de football sur un terrain de quartier rénové. C'était une célébration de la vie dans toute sa simplicité et sa profondeur. Gabriel s'approcha de lui avant le début du match. « Monsieur Rodrigue, si je suis bon comme gardien, je peux jouer chaque fois que je viens ici ?»« Bien sûr que tu peux, » répondit Rodrigue, posant la main sur l'épaule du garçon. « Mais souviens-toi, tu es déjà assez bon tel que tu es. Le reste n'est qu'entraînement. » Le match commença. Le ballon roulait sur le terrain, passant de pied en pied. Crise d'encouragement, rire. La discussion occasionnelle sur une faute, le soleil de Paris commençant à se coucher à l'horizon, créant ce ciel unique, mêlé, d'orange, de rose et de violet, que seule la pollution de la plus grande ville de France pouvait offrir. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que le terrain fut silencieux, Rodrigue resta un peu plus longtemps. Il s'assit sur le gazon synthétique, le journal de Philippe ouvert sur ses genoux. Sur les dernières pages, restées blanches, il écrivit lentement « Mon fils, aujourd'hui, nous avons inauguré le centre sportif qui porte ton nom. C'est un endroit magnifique, accueillant, plein de vie, comme tu l'étais. Il y a des enfants qui jouent, qui rient, qui vivent pleinement chaque instant, même ceux qui affrontent des batailles contre des maladies comme la tienne. J'aurais voulu que tu puisses voir en qui je suis devenu. Je ne suis plus cet homme obsédé par le travail, distant de tout et de tous. J'ai appris de toi que la vraie richesse réside dans les connexions que nous créons, dans les moments que nous vivons pleinement, dans les vies que nous touchons. Lucas m'appelle maintenant Papa. Adrienne est ma compagne, mon havre de paix. Nous avons une famille qui n'est pas définie par les liens du sang, mais par le choix et l'amour. Et toi, Philippe, tu en fais toujours partie. Je ne construis plus de gratte-ciel. Je construis des moments. Je n'accumule plus de fortune. Je partage des expériences. Je ne vis plus pour un avenir incertain. J'embrasse le présent, comme tu me l'as appris. Ton départ a laissé un vide qui ne sera jamais comblé. Mais il a aussi laissé un héritage qui continue de grandir. Chaque enfant qui sourit sur ce terrain, chaque famille qui trouve du réconfort dans les programmes de la Fondation, chaque vie qui est touchée par ce que nous avons construit ici. Tout cela, c'est toi qui continues d'exister à travers nous. Merci d'avoir été mon fils. Merci de m'avoir appris, même quand je n'ai pas pu être présent pour apprendre. Merci d'avoir laissé ces petits cailloux qui m'ont guidé jusqu'ici. Je t'aime pour toujours, papa. Il ferma le journal, sentant les larmes couler librement sur son visage. Ce n'étaient plus seulement des larmes de douleur, mais aussi de gratitude, d'acceptation, d'amour qui transcendait le temps et l'espace. Au son de la montre musicale qui tintait doucement dans sa poche, Rodrigue comprit enfin. Philippe n'était pas complètement parti. Il vivait dans chaque choix d'amour, dans chaque acte de présence, dans chaque moment de joie partagé sur ce terrain. Il vivait à travers Lucas, à travers Gabriel, à travers chaque enfant qui trouvait, même dans les moments les plus difficiles, la force d'être simplement un enfant. Il vivait, surtout, dans l'homme que Rodrigue était devenu.
Un homme qui avait enfin appris à valoriser ce qui importait vraiment. Un homme qui, à travers la douleur la plus profonde, avait trouvé le chemin vers la joie la plus authentique. Il se leva, regarda une dernière fois le terrain silencieux et rentra chez lui, où Adrienne et Lucas l'attendaient. Demain serait un autre jour rempli de possibilités, de connexions, de vie. Et il serait présent à chaque instant. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Rodrigue Dubois a touché vos cœurs. Cette histoire nous rappelle que, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver transformation et but. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi émouvantes sur les nouveaux départs et les secondes chances. Retrouvez-la ici, en cliquant à gauche. Si ce récit a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent les complexités de la vie, les défis et les petites victoires qui font de nous des êtres humains. Qu'avez-vous appris de la transformation de Rodrigue? Quels moments de l'histoire ont le plus touché vos cœurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre vision enrichit notre communauté et nous inspire à continuer de raconter des histoires qui font la différence. Nous vous attendons à notre prochaine rencontre.